Baignés d'eau cristalline, les Baléares forment un archipel unique en Méditerranée. Le caractère sauvage et la nature préservée des lieux leur confèrent un air de paradis. Une partie de ces fonds marins a même été classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Malgré leur taille modeste, ces îles ont joué un rôle stratégique important au fil des siècles. Et leurs villes et villages portent encore le sceau de cette histoire singulière. Communauté autonome de l'Espagne depuis 1983, le chapelet d'îles appartient à l'ère culturelle catalane. Il fait face à la Costa Brava, située à environ une centaine de kilomètres. Le monastère de Montserrat s'est idéalement fondu dans ce paysage minéral. Bâti au IXe siècle en hommage à la Morenata, la Vierge Noire patronne de la Catalogne, ce monastère accueille depuis des pèlerins du monde entier. Mais l'épicentre de la Catalogne est bien moins sage. Endiablée, chaleureuse et cosmopolite, Barcelone est une ville à nul autre pareil dans le monde. Un compromis entre macadam et plage, fêtes nocturnes et traditions, architecture exubérante et austérité toute espagnole. Le tout sous la protection de Christophe Colomb. Sur les 7 millions de Catalans que compte la région, les 2/3 habitent Barcelone et sa banlieue. Son port est l'un des plus importants de la Méditerranée. On y croise autant de chalutiers et de bateaux de pêche que de ferries pour touristes. Toujours en ébullition, on y pratique aussi bien le tourisme que la plaisance. Il est l'ouverture sur le monde qui a permis au cours des siècles à la Catalogne de se développer. L'empereur romain Auguste en avait déjà fait un site stratégique, il y a près de 2000 ans. Mais le vrai fondateur historique de la Catalogne est le roi Jacques Ier. Au XIIIe siècle, il fut l'un des principaux artisans de la Reconquista, la reconquête des royaumes musulmans d'Espagne. En 1860, le gouvernement confie à l'architecte Ildefonso Cerda la responsabilité de l'extension de la ville. À l'instar d'Haussmann à Paris, il marque alors pour toujours l'identité de Barcelone en proposant un plan en damier composé d'îlots et de grandes artères. Ce vent de nouveauté donne bientôt naissance au modernisme catalan, incarné par 3 grands architectes. Domènech, Cadafalch et Gaudi. Le palais de la musique de Domènech est édifié au début du XXe siècle dans le quartier de Saint-Pierre. La vocation première de cette salle est d'accueillir des concerts de musique classique, des orchestres symphoniques et des récitals. La qualité exceptionnelle de l'acoustique et la beauté du site attirent aujourd'hui des artistes du monde entier. L'architecte innove en utilisant une grande diversité de techniques artistiques, sculptures, mosaïques, ferronneries et vitraux, dont l'incroyable cascade de vitrail. Domènech a beaucoup construit dans la capitale catalane, mais son œuvre majeure et la plus novatrice reste l'hôpital Saint-Paul. Destiné à remplacer l'hospice médiéval de la Sainte-Croix, qui ne pouvait plus répondre à la croissance démographique de Barcelone, il devait comprendre 48 pavillons indépendants pour éviter toute contamination et infection. Finalement, seuls 12 furent édifiés. Le tout sous l'impulsion d'un riche mécène, le banquier Pau Gil, qui proposa une partie de son héritage pour financer les travaux. Sa seule condition, que ses initiales soient présentes un peu partout et que l'édifice porte son nom. Achevé en 1930, l'hôpital est inauguré par le roi Alphonse XIII en personne. Ici, dans le bloc opératoire, la lumière est reine, grâce aux grandes baies vitrées. Voici une salle des malades.
On y remarque les radiateurs au centre et surtout l'espacement entre les lits, un vrai luxe pour l'époque. Les pavillons étaient tous reliés entre eux par un ingénieux système de tunnels. En tout, plus de 8 km de passage. Et voici une artère bien plus célèbre, la route du modernisme. Elle concentre 115 œuvres architecturales qui ont fait la renommée de la ville, comme la Casa de las Punchas, ou Maison des Pointes, la Casa Macaya et la Casa Amatier, toutes trois de l'architecte Cadafalque. Mais celui qui a le plus marqué la ville de tout son talent est sans conteste Antoni Gaudí. Le palais Güell, construit au cœur de la ville, fut achevé en 1891. Il tient son nom du riche industriel catalan Eusebi Güell, qui fut le principal mécène de l'architecte au cours de sa carrière. Gaudí a conçu ce bâtiment comme si le sous-sol représentait les ténèbres. Il a non seulement conçu l'édifice, mais aussi le mobilier, les éclairages et surtout l'orgue magistral que l'on retrouve dans le salon sur 3 étages. Sur la terrasse, 20 cheminées insolites annoncent toute la liberté et l'originalité de l'architecte. Il plonge complètement dans le fantastique avec la Casa Batlló, qu'il définit alors, en toute modestie, comme une vision du paradis. Sa façade ondulée est chargée de couleurs et de symbolisme. Elle s'achève en son sommet par une crête de dragon qui finit de rendre vivant le bâtiment. La Casa Milà, surnommée ironiquement la Pedrera, la carrière de pierre, est connue pour n'avoir aucun angle. À tel point qu'un des premiers locataires, pianiste professionnel, est allé voir Gaudí en lui demandant comment et où allait-il installer son piano droit. L'architecte lui aurait alors répondu « Jouez donc du violon ». L'immense terrasse avec ses cheminées est emblématique de l'œuvre de Gaudí. Au nombre de 30, ces dernières ressemblent à des chevaliers. Le réalisateur George Lucas s'en serait même inspiré pour élaborer les casques des soldats impériaux dans la saga Star Wars. En plus des immeubles et maisons, Gaudí conçoit pour son généreux mécène le parc Güell. Situé sur une colline du sud de Barcelone, il fut achevé en 1914. C'est à l'origine une sorte de cité-jardin destinée aux familles aisées de Barcelone. Un projet délirant qui ne verra pas vraiment le jour. Le banc ondulé est le plus long du monde, plus de 110 mètres. Il est couvert de trencadís, mot qui signifie éclat en catalan. C'est un type de mosaïque qui utilise des bouts de faïence et de verre dépareillé. On le retrouve sur tous les édifices, comme les maisons en forme de champignon à l'entrée. Mais le monument le plus emblématique de la ville est sans conteste la Sagrada Familia. L'ultime œuvre de Gaudí est aujourd'hui le monument le plus visité d'Espagne. Il peut accueillir 13 000 fidèles. L'intérieur de la basilique est aussi somptueux qu'original. Comme dans toute l'œuvre de Gaudí, une place importante est accordée au symbolisme et à la lumière. Entamée en 1882, sa construction n'est toujours pas achevée.
Le chantier pharaonique et la complexité de l'édifice rendent les prévisions peu évidentes. Cependant, elle pourrait être achevée en 2026 pour le centenaire de la disparition de Gaudi. C'est effectivement en 1926 que le génial architecte décède, renversé par un tramway. Des tramways que l'on retrouve encore dans les quartiers nord de Barcelone, où règne une ambiance paisible. On y mène une vie de village, loin du tumulte des grandes artères de la ville basse. La plus connue d'entre elles est la Rambla. L'emblématique avenue piétonne relie la place de Catalogne au Vieux-Port. C'est le lieu de vie par excellence. On s'y promène, s'y restaure et on y fait ses courses. Notamment au marché de la Boqueria, le temple de la gastronomie, connu pour ses étals hauts en couleurs et la profusion de ses superbes produits régionaux. La Rambla est fréquentée aussi bien par les Catalans que par les touristes. Ils déambulent parmi les spectacles de rue, dont ces fameuses statues vivantes, jamais à court d'imagination. Après une longue marche, les Barcelonais se retrouvent volontiers autour d'une spécialité locale, le chocolate con churros. Un chocolat à la tasse nappé de crème chantilly et accompagné de churros, des beignets frits et sucrés. Mais retour au port pour un départ vers les îles Baléares. L'archipel des Baléares est situé à une centaine de kilomètres de la côte espagnole. Il est formé de 4 îles principales, Formentera, Ibiza, Majorque et Minorque. Dès l'Antiquité, les Phéniciens, puis les Carthaginois, les Romains, les Vandales et enfin les pirates découvrent le caractère stratégique de l'archipel. Mais l'occupation des îles par les hommes est bien plus ancienne, comme en témoignent ces monuments préhistoriques. Elle daterait de 5000 ans avant Jésus-Christ. Ici, les structures mégalithiques sont légion, comme ces tolas, des tables qui restent une énigme, désarçonnante par leur simplicité. Une pierre horizontale placée sur une pierre verticale. Ou encore les talayos, des constructions carrées ou circulaires qui servaient d'habitation et de lieu de réunion. C'est le roi Jacques Ier, dit le Conquérant, qui au XIIIe siècle rattache l'archipel à l'Espagne. Une à une, il reprend les îles au roi mort, puis y impose la langue catalane et la religion catholique. Formentera est la plus petite des 4 îles. Les tours de guet permettaient de surveiller l'arrivée des pirates. Au XVIe siècle, Formentera devient leur base arrière, car personne ne veut de ce caillou inhospitalier. Son aridité et le vent permanent rebutent les hommes. Ce sont ces eaux pures et cristallines, quasiment uniques dans toute la Méditerranée. Une des raisons de cette incroyable pureté, c'est l'existence de Posidonie dans ces fonds marins. Des plantes aquatiques qui filtrent l'eau pour le plus grand bonheur des plongeurs. Au nord de Formentera se trouve l'île d'Ibiza, avec laquelle elle forme les Pétiuses.
Les fortifications d'Eivissa, la capitale de l'île, rappellent l'histoire mouvementée des siècles passés. La ville, plus connue sous le nom d'Ibiza, a cette structure typique des villes méditerranéennes, aux façades blanchies à la chaux et aux ruelles étroites et escarpées. Avec ses palmiers, ses bougainvilliers et son linge qu'on fait toujours sécher sur les balcons, on se croirait presque à Alger. L'édification de l'imposante muraille est décidée par le roi Philippe II, qui octroie à Ibiza un rôle stratégique dans sa politique de défense du bassin méditerranéen. Il ordonne la construction de cette gigantesque forteresse pour freiner les invasions et les pillages constants des pirates. Le quartier du port est celui des hippies. Dans les années 60, Ibiza devient un haut lieu du mouvement en Europe, l'équivalent de San Francisco. L'île, qui a été un refuge pour les artistes et les libres penseurs pendant la période franquiste, attire alors des hippies des quatre coins du monde. Majorque est la plus grande île des Baléares et Palma en est sa capitale. C'est le roi Jacques Ier qui, après avoir repris l'archipel aux musulmans, décida de faire démolir l'ancienne grande mosquée pour édifier en lieu et place ce monumental édifice. Sa construction commença en 1306. 3 siècles plus tard, la cathédrale est enfin achevée. La nef, de 44 mètres de hauteur, n'est dépassée que par celle de Beauvais et de Milan. Elle abrite la plus grande rosace gothique au monde, ce qui lui a valu le surnom de « cathédrale de lumière ». La vieille ville est un réseau de ruelles médiévales, parsemé de riches demeures des nobles et des marchands majorquins de l'époque. Au détour d'une place, on tombe parfois sur un monument moderniste. Les différentes artères convergent quasiment toutes vers la Plaça Mayor, le cœur de la ville. Construit en 1912, le ferrocarril des Sollers traverse l'île. L'emprunter, c'est voyager dans le temps, à travers les champs d'amandiers et les collines sauvages. Majorque est couverte d'est en ouest par une chaîne de montagnes qui culmine à 1500 mètres. C'est la Tramuntana, un territoire peuplé de sorcières, dit-on. Le village de Deia est encore un refuge d'artistes et d'écrivains, dont le plus connu reste Robert Graves. Il disait de cet endroit « C'est un cercle de montagnes plein de fer, un cercle magnétique qui oblige à créer. Et ceux qui ne sont pas des créateurs finissent par devenir fous. » À l'extrême pointe du cap Formentor, le phare indique la direction de Mahon, la capitale de Minorque. Son étonnant port naturel est situé au fond d'une rade ultra protégée de 7 km de long.
Considérée pendant des siècles comme l'une des plus sûres de la Méditerranée, la ville suscite 1000 convoitises. Elle est occupée à plusieurs reprises. Par les Anglais notamment, au XVIIIe siècle. Il reste des traces de leur passage, comme ces beaux windows que l'on retrouve un petit peu partout sur les façades des riches demeures de la ville. L'occupation française, elle, ne durera qu'une année. Juste le temps pour le cuisinier de Richelieu de rapporter une recette mondialement connue, dont le nom reprend simplement celui de Mahon, la mayonnaise. Ciutadella est l'ancienne capitale de l'île. C'est l'heure de la sieste. Les ruelles sont quasi désertes, mais ça ne va pas durer. Depuis des siècles, les Minorquins y célèbrent chaque année la fête de la Saint-Jean. Un peu partout dans la ville, sur les façades des maisons, on peut apercevoir ces drapeaux de couleur pourpre, ornés de la croix de Saint-Jean, véritable emblème de l'événement. De toutes les ruelles avoisinantes, la population converge jusqu'à la grande place. Ce qu'elle attend impatiemment, c'est la fameuse caragole. Coutume incontournable de la fête, la caragole consiste à faire avancer un cheval sur ses deux jambes arrière à travers une foule extrêmement dense et en plein délire. Ces chevaux ont en fait été préparés tout au long de l'année pour ces festivités. Les Catalans les plus téméraires vont énerver les chevaux pour qu'ils se cabrent, puis essayer de toucher leurs flancs, car selon une ancienne croyance, celui qui y parvient obtiendra pour un an bonheur, santé et prospérité. Puis, en fin de journée, arrive le très attendu jeu de la carottasse, le jeu de l'anneau. Les cavaliers vont s'élancer au galop à travers la foule, plus que compacte, pour attraper à l'aide d'une lance un anneau pendu à un filin. S'il réussit, le cavalier jettera l'anneau dans la foule, ce qui provoquera l'hystérie générale, car, selon la légende, l'homme qui le récupérera l'offrira à sa bien-aimée. Les Baléares sont des îles pleines de charme, aux beautés contrastées et parfois discrètes. Des îles dont l'évolution commune ne doit pas faire oublier la diversité qui les caractérise. Même si le tourisme constitue une ressource clé pour l'archipel, ses habitants ont su conserver intacts leur mode de vie et leurs traditions. Le paisible archipel contraste avec Barcelone. Ouverte sur la mer, c'est une grande porte par laquelle sont toujours entrés en Espagne le savoir, les cultures et les coutumes, non seulement du reste de l'Europe, mais aussi d'Afrique et du Moyen-Orient. Barcelone est une ville à l'identité forte, avant-gardiste depuis longtemps, et qui, tout en gardant jalousement ses traditions, a su s'élever au rang de capitale cosmopolite.